Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, mon invité est Théo Chomeil, qui est kinésithérapeute et qui pratique l'hypnose en kinésithérapie. Cette interview a été enregistrée le 21 avril, je précise, car c'était avant le fameux Kirogate, et comme je lui pose des questions sur la profession en fin de vidéo, je pense que probablement le débat aurait été un petit peu différent au vu de ce qui se passe actuellement. Comme d'habitude, retrouvez d'autres interviews, des cours gratuits et d'autres articles sur notre site www.gem-k.com dans la rubrique blog. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Tout cela nous aide beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour Théo. Bonjour Mathieu. Donc c'est Mathieu Loubière, je suis kiné, je suis aussi co-gérant de GMK et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel interview. Et aujourd'hui, je vais interviewer Théo Chomeil. Avant de démarrer cette interview, comme d'habitude, ces interviews sont faites dans le cadre d'un organisme de formation privé, avec donc des conflits d'intérêts, vu que je suis gérant de l'organisme. Et en plus, double ce coup-ci, puisque avec Théo, on travaille ensemble, on va faire une formation l'année prochaine, enfin fin d'année là, sur l'hypnose. Donc du coup, ça paraît complètement normal d'annoncer ces conflits d'intérêts. Et le thème de cette interview du jour, vous l'aurez compris, c'est l'hypnose. Et je pense que Théo va nous éclairer sur la place de l'hypnose dans la kinésithérapie. Donc, bonjour. Et est-ce que tu pourrais te présenter, Théo, pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, donc moi je m'appelle Théo Chomeil, je suis kiné, je suis diplômé depuis 2016. J'ai fait mes études en Espagne. On pourra en reparler si tu veux après, de l'intérêt que ça a eu pour moi dans mon parcours. Et du coup, là en ce moment, je suis à Paris, je travaille dans un cabinet en libéral. Je prends majoritairement en charge des patients qui ont des douleurs persistantes. Et du coup, j'utilise aussi l'hypnose dans ma pratique, que j'intègre à mes prises en charge en kinésithérapie. D'accord, tu as intégré un cabinet, t'as choisi d'intégrer un cabinet parce qu'il y avait des douleurs persistantes ou c'est toi qui s'était fait cette patientèle avec le temps? C'était un cabinet où il y avait déjà de l'hypnose qui se pratiquait à l'intérieur, donc du coup je m'étais dit que c'était une bonne idée de le rejoindre. Et du coup voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc ça c'est pour la partie clinique. À part ça, j'ai rattaqué cette année un Master 2 à l'Université de Paris-Saclay. L'intitulé c'est Psychologie, contrôle moteur et performance sportive. D'accord. Donc du coup ça me permet de découvrir un peu plus, d'aller un peu plus en profondeur dans le monde de la recherche. Et après je fais également de la formation, comme tu l'as dit, de la formation en hypnose pour des kinés, mais aussi pour des médecins, infirmiers, anesthésistes, etc. Et je suis également investi dans différents groupes d'intérêt, comme le groupe d'intérêt douleur de la Société française de physiothérapie. D'accord. Une commission aussi qui vient de se monter à la Société française d'études et du traitement de la douleur, la SFETD. D'accord. Donc une commission de rééducateurs. Avec Thomas et... Avec Thomas Ozinski, ouais, entre autres, et il y a aussi Rémi Ollier. Et puis d'autres paramédicaux, parce que l'idée en fait c'est de rassembler des kinés, mais aussi des psychomotriciens, des ergothérapeutes, toutes les personnes de la rééducation. Ok. Voilà. Super, donc tu fais beaucoup de choses. Ouais. Alors juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à l'Espagne. Alors pourquoi tu es parti là-bas? Alors pourquoi? Moi j'ai fait d'abord j'ai fait une prépa kiné en France en fait, et puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Malheureusement j'ai pas aimé le concours. Et puis j'avais une amie à l'époque avec qui j'avais fait ma prépa et qui elle était partie 1 an auparavant en Espagne. Et puis on continuait à discuter ensemble et elle m'expliquait que ça se passait super bien. Moi j'avais pas vraiment, j'avais été un peu dégoûté du système de sélection de la prépa et des concours. Et du coup je me suis dit je pars. Je parlais pas espagnol à l'époque, mais j'étais tellement motivé, et puis elle avait l'air tellement enjouée. Moi j'étais dans une période de ma vie où c'était un peu difficile du coup, parce que c'est un peu un rouleau compresseur la prépa. Et du coup je suis parti et ça a été vraiment super. Moi les études que j'ai fait, j'ai eu vraiment de chance parce que toutes les formations ne se valent pas, mais comme partout, mais je suis allé dans une école qui à mon sens avec du recul était vraiment de bon niveau. C'est une école dans une ville qui s'appelle Saragosse. Et l'avantage en fait de l'Espagne, pour moi le gros avantage, on y reviendra après, c'est l'universitarisation des études. En fait là-bas c'est universitaire. Ah d'accord, ok. Donc moi j'ai fait 4 ans, et donc c'est pour ça que cette année j'ai pu rentrer directement en M2 parce que j'étais déjà Master 1. Et le gros avantage c'est que du coup tous les professeurs ils sont docteurs.
Donc ils connaissent la recherche, ils connaissent la clinique, ils ont tous une partie clinique et une partie recherche. Et c'est vrai que du coup, dans les enseignements, on sent quand même la différence. Ça ne veut pas dire que tous les enseignements sont parfaits, hein, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y avait une vraie valeur ajoutée par rapport à ça, et ça m'a beaucoup servi, je pense, dans ce que je suis à l'heure actuelle. D'accord, ouais. Ok, c'est assez singulier, il n'y a pas beaucoup de kinés français qui se... à l'heure actuelle, il y en a beaucoup. à l'Espagne. Il y en a beaucoup maintenant, il y en a beaucoup. Auparavant, c'était la Belgique, et puis maintenant, il y a un tirage au sort. Et du coup, il y a beaucoup de kinés qui vont se former en Espagne. Ok. Ouais. Bah écoute, tu me l'apprends. Juste, je reviens un petit peu sur ton activité de terrain au niveau de ton cabinet. Donc, tu dis que tu travailles sur des patients qui ont des douleurs persistantes. Est-ce que tu peux préciser aux gens ce que c'est, ces patients-là? Alors, les patients qui ont des douleurs persistantes, c'est des personnes qui ont des douleurs qui persistent depuis, alors selon la définition, on va dire plus de 6 mois. Généralement, on peut citer des pathologies, ça peut être des lombalgies, ça peut être des cervicalgies. J'ai des personnes qui ont des syndromes douloureux régionels complexes, des personnes qui ont des fibromyalgies, ou des personnes qui n'ont pas forcément une étiquette à poser, qui ont juste une douleur qui persiste à un endroit, et puis qui viennent me voir pour qu'on fasse quelque chose ensemble. D'accord. On essaye d'améliorer tout ça. Et du coup, tu as 2 types de patients aussi? Des patients plus sur de l'aigu? J'en ai encore quelques-uns. Je pense que là, actuellement, j'ai quand même vraiment beaucoup de patients qui ont des douleurs persistantes, parce que depuis un an et demi, là, je commence à travailler beaucoup plus avec les centres de la douleur des hôpitaux. Et donc, ils m'envoient beaucoup de patients, et c'est vrai que ma patientèle, elle s'est vite dirigée sur ces personnes-là. Et tu utilises beaucoup l'hypnose alors? Ouais, je l'utilise. En fait, souvent on pense que quand on dit qu'on utilise un outil, comme l'hypnose, souvent j'ai la question qui me vient, c'est est-ce que tu l'utilises à chaque séance? Je ne l'utilise pas à chaque séance, parce que ça obéit à un raisonnement clinique, comme tout, en fait, comme toutes les techniques qu'on utilise, mais c'est vrai que j'en fais quotidiennement. Quotidiennement, je fais de l'hypnose. Mais par contre, il y a des patients avec qui on ne va pas du tout utiliser l'outil, ou d'autres où au contraire on va beaucoup l'utiliser. Et juste pour finir, est-ce que tu as des conflits d'intérêts éventuels, des liens d'intérêt à déclarer? Ouais, du coup j'en ai. Mes conflits d'intérêts, c'est donc, comme je disais, que je suis formateur, je forme dans différentes écoles, en formation continue, une qui s'appelle le FTIP, une qui s'appelle Hypnoteam, et puis au GMK bientôt. Et donc les 2 premières, c'est à Paris, c'est ça? Ouais, alors il y en a une qui est, le FTIP, elle est à Paris, c'est le Collège d'hypnose et thérapie intégrative de Paris. D'accord. Et la deuxième, Hypnoteam, c'est un institut qui est à Marseille. D'accord. Et ça représente à peu près quel pourcentage de ton activité, l'enseignement? Pour l'instant, c'est encore une partie qui est assez petite. Donc tu bosses quasi 5 jours par semaine avec une activité clinique actuellement? Ouais, alors même si effectivement cette année ça a un peu diminué de par le master, parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc là, j'étais plutôt à 2 jours et demi par semaine de pratique cette année-là. Ça demande forcément un investissement de temps. Ouais, complètement. Entre les cours et puis le travail personnel qu'il y avait, il a fallu faire la balance entre les deux. Ok, donc on va aborder le vif du sujet. On va parler de l'hypnose. Donc j'aime à titre personnel. Je voulais te dire que j'étais vraiment très content d'en parler, parce que c'est toujours un thème qui m'a passionné, comme je te l'ai déjà dit auparavant. Et est-ce que tu peux nous définir de manière très succincte, avant de parler d'historique tout ça, ce que c'est que l'hypnose? Alors, ça c'est une bonne question, ça, et difficile à répondre. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Peut-être que je pourrais te citer la définition de tête de l'American Psychological Association, qui a redéfini en 2015 ce que c'était. Ils expliquent que c'est un état de focus attentionnel, où il y a une diminution de l'attention périphérique, donc on va se centrer sur quelque chose de particulier. Et on a dans cet état de conscience particulier une augmentation de la réponse aux suggestions. D'accord. Voilà la définition qu'il donne. Donc déjà, il y a 3 mots qui sont intéressants là-dedans. Il y a le terme conscience, attention et suggestion. Donc c'est quelque chose, déjà, pour faire tomber quelques mythes. Quand on fait de l'hypnose, on n'est pas du tout inconscient, on ne dort pas, c'est pas du sommeil, c'est un processus qui est complètement dynamique, où au contraire on va vraiment se focaliser sur les suggestions qui sont faites par la personne ou par soi-même si on fait de l'auto-hypnose. D'accord. Voilà. Ok. Vas-y, tu voulais voilà, donc du coup de dire aussi que c'est un processus naturel en fait,
Souvent on parle d'état modifié de conscience. C'est un terme qui peut aussi porter au débat, parce que qu'est-ce que c'est un état normal de conscience? Mais en tout cas, dire que c'est un état qui est complètement naturel, en fait, très spontanément dans la vie quotidienne, on peut être dans des états modifiés de conscience. Par exemple, si tu vas à un concert et que tu es un peu ce qu'on appellerait en transe, porté par la musique, ou que tu es dans les transports en commun et que d'un coup tu t'évades, tu es à la fois dans le wagon et puis à la fois tu es en train de penser à ce que tu vas faire demain ou ce que tu as fait hier. Et au cours de la journée, on a tout le temps des moments un peu comme ça de flottement, de l'attention. On va se centrer sur quelque chose de particulier. En même temps qu'on est ici, on est ailleurs. Et nous, c'est ça qu'on va exploiter lorsqu'on fait de l'hypnose. Ok. Du coup, si on peut faire un petit rappel historique, d'où est-ce que ça vient, le terme, et puis... Alors, en Occident, ça a démarré au XVIIIe siècle, avec un monsieur qui s'appelle Franz Anton Mesmer, qui est viennois. Et en fait, lui, à l'époque, le terme hypnose n'existe pas, ça s'appelle le magnétisme animal. Et en fait, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a des fluides entre les individus et qu'on peut canaliser ces fluides pour améliorer la santé ou même guérir des personnes de certaines maladies. Et il vient à Paris, il vient en France, et il va devenir assez populaire parce que il arrive à rentrer à la cour du roi, de Louis XVI à l'époque, et en fait il fait beaucoup de démonstrations, il a des réussites avec des gens, et lui, il devient vite très très connu. Il fait des espèces de passes magnétiques. Il a un espèce de baquet dans lequel il met de l'eau avec de la limaille, du fer, et il prend des aimants et puis il fait comme des sortes d'impositions de main, et il y a des gens qui se mettent dans des états incroyables. Et un jour, enfin ça c'est l'histoire qui dit ça, mais il y a plusieurs versions, mais il aurait provoqué, un de ses élèves aurait provoqué un malaise à Marie-Antoinette, et Louis XVI a été excédé parce qu'à l'époque il n'y a que Louis XVI qui peut provoquer des malaises à Marie-Antoinette, et du coup Louis XVI demande de réunir un comité scientifique, c'est un des premiers historiques. D'accord. Et il réunit des personnes qui sont très connues. Dedans, il y a Lavoisier, il y a Jussieu, il y a Benjamin Franklin. Et il va leur demander de se pencher sur Mesmer et puis son mesmérisme, et de savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Et les conclusions du rapport, c'est que les effets octroyés au mesmérisme, en fait, ils sont seulement dus à l'imagination. Et donc là, ça va être vraiment la fin pour lui de tout le succès qu'il a eu. Il doit rentrer, il part, et je crois qu'il repart en Suisse, il termine sa vie là-bas. Sauf que les magnétiseurs continuent à exercer, et c'est repris par plusieurs personnes. Et si on fait un petit saut dans le temps, ensuite il y a un médecin écossais qui s'appelle James Braid, et qui, je crois que c'est en 1843, va inventer le mot hypnotisme. D'accord. Et lui, il va reprendre justement ce que faisaient les magnétiseurs, sauf qu'il va l'appeler hypnotisme, et va ainsi se démarquer de ces personnes-là. Parce qu'à l'époque, si tu veux, les magnétiseurs, ils ont une pratique à la fois de spectacle, où ils vont vraiment fasciner les gens, et à la fois, ils vont soigner des gens. Et lui, il se démarque de ça, et il va faire beaucoup d'interventions chirurgicales sous hypnose. Et donc, il va vraiment repopulariser en fait l'outil. C'était plutôt vers quelle année ça? C'est 1843 qu'il invente le terme, tu vois, donc c'est moitié du 19e. Et ensuite, quand tu arrives sur la fin du 19e siècle, il y a Charcot, la salpêtrière, qui va utiliser beaucoup cet outil. Alors lui, il l'utilise à l'époque dans la salpêtrière pour le traitement des personnes qui sont hystériques, donc des femmes à l'époque. Et lui, il pense que l'état d'hypnose, c'est un état pathologique, qui est présent que chez les hystériques. Donc ça, c'est une école qu'on appelle l'école de Paris. Et historiquement, il y a une autre école qui a un point de vue différent, qui s'appelle l'école de Nancy, avec deux médecins qui s'appellent Bernheim et Liébaud. Et eux, ils pensent en fait que c'est pas du tout un état qui est physiopathologique chez les hystériques, c'est un état qui est normal, enfin quelque chose de normal, et qui est, l'hypnose, c'est pour eux le résultat de suggestion. Et donc il y a ces deux écoles qui s'affrontent. C'est plutôt... à l'heure actuelle, c'est plutôt l'école de Nancy qui a eu raison finalement historiquement, mais à l'époque, Charcot est très influent, et puis Charcot surtout, il y a plein de personnes qui viennent voir ces démonstrations, dont Freud, et Freud il va utiliser l'outil, il utilise beaucoup l'outil dans sa vie,
Il l'utilise pas mal, il a d'ailleurs des succès, hein, il les rapporte dans certains de ses livres. Mais ensuite, petit à petit, il va le délaisser. Parce qu'il explique que lui, il comprend pas pourquoi ça fonctionne, et il aimerait savoir exactement quels sont les mécanismes. Et comme il comprend pas, il est frustré, du coup il va se tourner un peu plus vers l'analyse. D'ailleurs un jour il dit j'ai terminé de faire de l'hypnose le jour où j'ai commencé à faire de l'analyse. Et donc il crée la psychanalyse. Et ensuite, tout le début du XXe siècle, voilà, la psychanalyse elle va vraiment s'étendre en Europe, et là l'hypnose elle va passer un peu de mode. Et ensuite, ça va revenir dans les années 50, en France avec un psychiatre qui s'appelle Léon Chertok, et aux États-Unis surtout avec c'est quelqu'un que tu as déjà sans doute entendu parler, qui s'appelle Milton Erickson, qui est un psychiatre américain. Et lui, il a vraiment marqué l'histoire de l'hypnose, de par sa posture en fait, de thérapeute. En fait, à l'époque, on faisait beaucoup d'hypnose classique, et lui, grossièrement, ce qu'il a modifié, c'est que Freud, il avait une vision de l'inconscient un peu poubelle, tu vois, où on réfrène plein de choses, plein de pulsions, etc. Et Erickson, il va arriver avec l'idée, la théorie, que notre inconscient, il est plein de ressources. Et qu'en fait, l'hypnose permet d'aller activer ces ressources chez les personnes. Bon, il a fait beaucoup d'autres choses, hein, mais c'est vraiment, lui, il a vraiment fondé ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'hypnose ericksonienne, d'ailleurs. On a repris ce terme-là. Et donc, il va vraiment faire beaucoup évoluer cette pratique. Et là, voilà, ces derniers temps, c'est revenu à la mode grâce à tout ça. Ok. Là, je trouve que tu soulèves une idée, moi, de ce que je pense être, et qu'il y a vraiment une scission, on y reviendra sans doute après, mais je savais pas que c'était si ancien entre le monde du spectacle et le monde du soin médical, quoi. Et donc c'est aussi vieux que ça, cette séparation. Ouais, vraiment, en tout cas moi je l'attribue à ça, mais c'est vrai que dans les écrits, ce qu'on a appelé, avec James Braid, vraiment quand il invente le terme, ça s'est appelé aussi le braidisme du coup par la suite, et c'est vraiment à ce moment-là qu'il a commencé à avoir cette scission entre les deux. Parce que forcément, avec tout ce qu'il y avait eu comme antécédent avec Mesmer, et le fait qu'il avait dû fuir la France, il fallait aussi créer une différence entre peut-être entre le spectacle et puis le soin. Et c'est quoi la différence entre les deux là, entre l'hypnose et le spectacle? Il y en a pas un qui s'appelle Mesmer Si, alors ouais, à ne pas confondre. Franz Anton Mesmer, donc aucun lien au 18e, non. Définition. Ça s'écrit avec un seul S, et le Mesmer actuel, il y a 2 S. D'accord. Nom de spectacle, on va dire. Ouais, alors quelles sont les différences? Déjà, il faut comprendre que grossièrement, les techniques sont similaires. Ouais. Donc si tu vas à un spectacle d'hypnose, il y a des techniques qui sont assez similaires. Par contre, les objectifs, ils sont très très différents. Dans un cas, dans l'hypnose de spectacle, le but c'est de divertir, alors que dans l'hypnose thérapeutique, le but c'est de soigner. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on va à un spectacle d'hypnose, souvent on voit des choses incroyables et puis on a l'impression que c'est presque irréel, que les gens ils jouent la comédie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas uniquement que de l'hypnose dans ces contextes-là, parce qu'il y a un contexte qui est très fort, il y a un contexte scénique. Déjà on se retrouve sur une scène, il y a des projecteurs, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de monde. Et puis tu sais, dans ces spectacles, il y a deux types de personnes qui vont. Soit il y a des gens, ils y vont comme ça, et puis ils savent que de toute manière ils ne monteront pas sur scène, ils y vont hyper sceptiques. Et puis il y en a d'autres, ils viennent souvent en groupe, accompagnés, et ils savent que ça va être peut-être le moyen de monter sur scène et de se désinhiber. Et donc il faut comprendre qu'il y a vraiment un contexte social qui est très fort et qui va rajouter des effets de scène. Et ce qui est un peu ce qui fait du mal à l'hypnose thérapeutique, c'est que dans cette hypnose de spectacle, souvent l'hypnotiseur il va se mettre en position comme s'il manipulait la personne, comme s'il avait du pouvoir sur elle. Et tout est fait pour justement donner cette impression qu'il va presque posséder la personne en fait. Et ça c'est une idée qui est absolument fausse, ça se passe pas du tout comme ça. Toutes les personnes qui vont dans un spectacle d'hypnose, on leur fait des suggestions, elles sont libres ou pas de les accepter. Par contre c'est vrai que comme il y a un contexte social très fort, parfois ils font des choses voilà, le lendemain ils peuvent se dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Ça me fait penser à l'expérience de Milgram sur... ouais, par exemple. Ça peut complètement ressembler à ça, la soumission à une autorité, et que tu fais des trucs. C'est ça. Et pour avoir aussi suivi un petit peu ça quand j'étais plus jeune, tu as aussi un mélange avec la prestidigitation, ou par exemple... Ou le mentalisme. Une catalepsie, tu peux truquer des choses, et que ça n'a rien à voir avec l'hypnose pour moi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que, comme on disait, il y a vraiment cet aspect scénique. De toute manière, le but, c'est de faire un show.
Ouais, c'est Donc, le but, c'est de divertir, c'est de faire un show, c'est que ce soit spectaculaire. Donc, tout est permis, entre guillemets. Ok. Alors justement, pour pratiquer l'hypnose en France, est-ce qu'il y a une formation, on va dire, qui est un peu comme la formation de kiné, qui est reconnue d'État? Est-ce qu'il y a un diplôme? Comment ça se passe? Alors, à l'heure actuelle, le terme hypnose, c'est pas un terme qui est protégé. Donc ça veut dire que toi, ou si la personne qui est en train de regarder cette interview, le lendemain de l'interview veut poser sur sa plaque et dire je suis hypnothérapeute ou praticien d'hypnose, il peut. En disant j'ai vu une vidéo là-dessus, je suis hypnothérapeute. Donc c'est pas du tout un terme protégé, donc ça c'est un problème. Néanmoins, si tu veux, il y a deux grands types de formations. Il y a des gens qui sont professionnels de santé et qui forment des professionnels de santé, et il y a des personnes qui sont pas professionnels de santé et qui forment souvent des non-professionnels de santé. Bon là c'est les grandes lignes. Et du coup, dans les formations où il y a des professionnels de santé, il y a des espèces de comment on pourrait dire certificat? Non, une association en fait, par exemple, une qui, je pense à la CFHTB, c'est la CFHTB, Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Et en fait cette confédération, elle sert à réunir des formations qui adhèrent, enfin des instituts de formation qui adhèrent à une charte éthique et qui s'engagent à n'utiliser l'hypnose que dans un cadre de soins, à ne pas faire d'hypnose au spectacle, etc. Et donc c'est un peu un gage de qualité en fait pour les formations souvent qui sont proposées. Même si toutes les écoles qui pratiquent avec déontologie ne font pas partie de la confédération, mais ça peut être un moyen de s'assurer que la formation qu'on fait est de qualité. Et après sinon il y a vraiment, pour le moment, il n'y a pas d'unification Donc au niveau des programmes, ça peut être plus ou moins long? Ouais, ça peut être vraiment, il y a vraiment des différences qui peuvent être... Donc chaque école fait un petit peu son truc. Même si généralement, pour une formation de base, c'est autour de entre 5, 6 à 8 jours. Généralement, c'est ce qu'on retrouve. Hein. Ça s'est auto-étalonné comme ça. D'accord. Et pour enseigner l'hypnose, du coup, c'est la même chose? Il y a pas de... C'est un petit peu en fonction de l'expérience, et il y en a un qui un jour qui se dit je me lance et j'y vais. Il n'y a pas de diplôme qui existe pour l'enseigner? Non, je te dis, comme c'est pas un terme qui est protégé, et c'est dommage, hein, mais à l'heure actuelle, c'est pour ça que c'est compliqué parfois aussi de trouver une formation suivant les attentes qu'on a, parce que c'est un peu le flou, en fait. On ne sait pas trop sur quoi se baser pour justement faire le tri avec tout ça. Ouais, moi à l'époque, il y a quelques années, j'avais voulu me renseigner là-dessus, et j'étais allé dans un truc, je ne me souviens plus le nom. Et en fait, il y avait le directeur de la formation qui organise des soirées d'hypnose. Ouais. Et c'était des trucs, c'était du spectacle, machin. J'avais l'impression qu'il y avait un gourou et autour de lui, il y avait des fans qui étaient complètement en admiration dans le truc, qui fermaient les yeux, qui l'écoutaient. Je me dis, mais c'est quoi ce machin? Et l'organisme avait l'air sérieux, quoi. Donc, du coup, mis à part en venant chez GMK, comment les gens doivent faire pour identifier une formation? Ça doit être compliqué. Ouais. Bah, faut souvent, enfin, moi, on me pose très souvent la question. Hein, je commence toujours par une question, c'est quelles sont tes attentes et qu'est-ce que tu recherches. Et en fonction, je propose, mais effectivement, enfin, moi, quand j'ai voulu me former, effectivement, j'ai essayé de gratter, de trouver un maximum d'informations parce que je voulais vraiment faire quelque chose de sérieux, quoi. Ok. Donc, d'un point de vue pratique, comment ça se déroule une séance d'hypnose? Donc là, j'entends en soins en général, en santé. Après, on verra peut-être en kinésithérapie comment tu l'utilises. Ok, donc si on devait faire juste une séance d'hypnose. Ouais, voilà. Ok. Alors en fait, on va dire que tu ferais comme normalement, enfin comme n'importe quelle séance, déjà faire une anamnèse, pourquoi est-ce que la personne est là, en quoi tu peux lui être utile. Et ensuite, quand on passe sur l'exercice, enfin la séance d'hypnose en tant que telle, moi je pense que, enfin j'ose croire que généralement ça se passe comme ça. En tout cas moi quand j'en fais, ça se passe comme ça. Je demande toujours à la personne, au patient, qu'est-ce qu'il connaît de l'hypnose, est-ce qu'il en a déjà fait, pour déjà prendre un peu de temps pour démystifier l'outil, s'il y a besoin. Parce que, comme on disait avec l'hypnose de spectacle, parfois il y a des personnes qui viennent avec des attentes qui sont complètement disproportionnées. Ils viennent et disent hypnotisez-moi et soignez-moi et je veux plus avoir mal, etc. Bon, ça, c'est pas possible. Effectivement, il peut y avoir parfois des succès thérapeutiques qui sont assez intéressants, mais il faut pouvoir recadrer ses attentes. Donc moi, je commence toujours par ça, par démystifier l'outil. Ça permet aussi de rassurer les personnes, parce que parfois, elles pensent qu'elles vont perdre le contrôle, qu'on va leur faire des trucs bizarres. Et puis ensuite, grossièrement, dans une séance d'hypnose, on va dire qu'il y a trois parties. Tu as la première partie qui s'appelle l'induction,
qui va être justement de passer de l'état de conscience normale à cet état de conscience modifié. Donc là, on va faire des suggestions de focalisation de l'attention sur les sensations, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, sur la respiration. On va vraiment essayer de créer un focus attentionnel sur différentes choses. Donc là, tu as plusieurs méthodes d'induction. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, le fameux machin qui tourne... quand on parle d'hypnose, les gens pensent à ça, soit la thromboscopie, soit le truc qui tourne. Voilà, c'est ça. Alors ça, j'utilise pas, mais ça pourrait. Dans l'absolu, ça pourrait. Ouais, dans l'absolu, ça pourrait. Après, là, pour le coup, ça entretiendrait beaucoup le mythe, donc on va plutôt essayer de... Tu choisis toujours la même chose chez tout le monde ou Non, ça dépend en fait. Ça dépend parfois de... Si je vois que la personne elle est un peu tendue et que je sens que ça va pas être confortable pour elle de fermer les yeux, d'ailleurs on peut faire de l'hypnose sans fermer les yeux, hein. C'est pas du tout un prérequis de fermer les yeux, mais je peux lui proposer une induction qu'on appelle visuelle, de fixer un point et puis on va suggérer qu'elle est très focalisée sur ce point et puis que autour ça devient un peu flou et qu'elle voit très très nettement ce point, et puis ça peut être une induction, mais comme tu disais il y a plein d'autres inductions. On peut faire une induction, parfois je fais des séances d'hypnose où on est debout. Je vais juste adosser la personne contre le mur et puis je vais lui faire sentir son équilibre, comment elle est ancrée dans le sol, avec les sensations, etc. Donc vraiment, sur cette phase-là, il y a vraiment beaucoup de techniques qui existent. Il y en a une multitude et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut en utiliser plusieurs, parce que si une ne fonctionne pas, eh bien on peut vite en changer et puis utiliser une qui est plus appropriée pour la personne. Est-ce que c'est là, quand on parle d'hypnosédation, qu'on peut mettre dans un état de conscience modifié par l'intérieur de médicaments? J'ai lu ces trucs-là aussi. C'est-à-dire j'ai cru comprendre que les anesthésistes s'aidaient de médicaments pour calmer les gens. Et est-ce que c'est une mise en induction... Enfin, est-ce que la mise en induction médicamenteuse existe? C'est ça? L'induction médicamenteuse, pas la mise en induction. Mais du coup, une induction hypnotique avec des médicaments? Ouais, peut-être que j'ai fumé la moquette aussi. Ouais, écoute, j'ai jamais entendu ça. Quand tu fais de l'anesthésie, ce que tu fais, si tu veux faire une opération avec de l'hypnose, ce qui va se passer, c'est que déjà, tu as toujours du produit, tu as toujours un médicament. T'as toujours c'est pas pour pour faire cette induction, ce médicament? Non. Je pensais. D'accord. T'as toujours une anesthésie qui est loco-régionale, donc tu as la zone qui est anesthésiée, et puis en même temps, tu vas faire de l'hypnose, et ça te permet en fait d'éviter l'anesthésie générale. Mais que le médicament induise une induction hypnotique, ça j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Non, je pensais en baissant peut-être, t'as des médicaments qui vont un peu te shooter ou... Ouais, alors justement là, du coup, vu que c'est une anesthésie loco-régionale, ton état de conscience, il te permet justement d'être alerte et de pouvoir entendre les suggestions qu'on te fait. Donc justement, le but c'est que tu sois pas complètement shooté et que tu puisses être actif en fait. Parce que vraiment, je vais le développer après dans la deuxième phase. Enfin même on peut le faire maintenant. Une fois que tu as passé cette étape d'induction, il y a ce qu'on appelle le travail thérapeutique. Et donc dans ces moments-là, dans cette phase-là, tu as aussi plein d'outils que tu vas utiliser. Et l'idée c'est que tu vas répondre à l'objectif qui a été fixé en amont. Donc effectivement, je l'ai pas dit, mais juste avant de commencer l'exercice, on va fixer comme d'habitude, comme dans toute séance, un objectif. La personne, elle va formuler un objectif et si possible qu'il soit objectivable, qu'il puisse se rendre compte que ça a fonctionné pour lui. Et donc du coup, la phase du travail thérapeutique, elle va être là pour que cette personne puisse atteindre son objectif. Et donc nous, on va suggérer, on va accompagner, donc on va faire des suggestions en rapport avec cet objectif pour que la personne elle puisse justement l'atteindre. Et donc ce qui est important, c'est que dans ce moment-là, en fait, vraiment, l'hypnose, c'est quelque chose où on rend acteur la personne. C'est-à-dire que c'est pas moi qui parle et c'est pas moi qui dis on va là. Moi, il y a une distinction que j'aime bien faire, c'est que souvent, l'hypnose, en fait, c'est pas un outil pour guider. C'est pas moi qui dis je te prends par la main et puis on va jusque là-bas. C'est un outil pour accompagner. C'est-à-dire que c'est la personne qui sait où elle veut aller. Et puis moi, je suis juste là pour accompagner les transitions et faire des suggestions. Et donc du coup, il y a des suggestions qui vont être acceptées par la personne et qui vont fonctionner, et d'autres, il y en a peut-être d'autres qui vont être refusées. Ou alors juste, ça leur a pas parlé. Et c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir des suggestions qui sont multiples. Donc si on prend un exemple, pour que ce soit un peu plus précis, une personne qui viendrait en me disant j'ai envie de plus avoir de douleur, donc là peut-être on va recadrer un peu, mais plus de douleur, est-ce que vous pensez que c'est possible juste comme ça en une séance? Donc moins de douleur, d'accord. Et si on le formulait positivement, il faudrait qu'il y ait quoi à la place de la douleur?
qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à la place? Plus de confort. Ok, plus de confort. Ça serait... Et il serait où le confort? À l'épaule, parce que je viens me voir parce que moi j'ai mal à l'épaule. Ok, donc on a notre objectif, c'est avoir plus de confort dans l'épaule. Donc on fait notre induction, on fait la phase de travail thérapeutique, et puis là je vais avoir plein de techniques pour, amener du confort dans cette zone-là. Tu veux qu'on en cite quelques-unes? Oui, par exemple. Il y a une technique qu'on utilise beaucoup, surtout quand on voit quand on est débutant, mais même quand on est plus expérimenté, qui s'appelle le souvenir agréable. En fait, l'idée, c'est de trouver, avec la personne, on trouve un souvenir agréable dans lequel justement elle était confortable, et qu'on lui fasse revivre ce souvenir agréable pour qu'elle ressente les effets du confort. Et ensuite, du coup, ça permet... alors, il n'y a pas que ça, souvent on n'utilise pas juste une technique, on utilise une somme d'outils, mais cette technique-là, elle peut justement servir à faire de l'hypno-analgésie. Mais il y en a d'autres, ça pourrait être, par exemple, on peut ne faire uniquement que des suggestions antalgiques, d'imaginer l'épaule, par exemple, de voir comment est-ce qu'elle la représente. Souvent, tu sais, il y a des patients qui viennent et qui disent moi j'ai l'impression que dans mon épaule, c'est comme si j'avais un élastique qui était trop tendu. Ok, on peut demander à la personne de se représenter cet élastique et de nous dire comment est-ce qu'il est. Il est rouge, et il est vraiment très tendu, il est dur. Et puis là, ce qu'on peut faire dans l'exercice, dans la technique qu'on utilise, c'est de lui demander qu'est-ce qui pourrait être utile de modifier avec cet élastique. Il faudrait qu'on relâche un peu de tension. Ok, comment on peut faire? Peut-être qu'on pourrait le chauffer. Et là, on va faire vraiment, on est sur quelque chose de très métaphorique, où la personne, elle va amener du chaud, elle va relâcher l'élastique, elle va modifier vraiment la représentation qu'elle a de sa douleur, ou même de son épaule en général, et ça va nous permettre d'avoir une diminution de la douleur, une amélioration du confort. Et donc tu vois, ce qui est important là-dedans, c'est que on co-crée tous les deux en fait. C'est pas moi qui impose une technique, c'est vraiment avec ce que m'apporte le patient. Ça c'est un aspect qui est fort en hypnose, c'est vraiment le fait de se mettre à la hauteur du patient et de s'adapter à ce que lui nous amène, et de travailler avec ce qu'il nous donne. Et ça, c'est ce qui contribue aussi à rendre la personne, le patient, acteur de son soin. Ok, donc ça c'est la deuxième étape. La deuxième étape, donc travail thérapeutique, et puis ensuite on a la dernière qui est la terminaison, la fin de l'exercice, où là on va, souvent on peut refaire l'inverse de ce qu'on a fait à l'induction, c'est-à-dire réorienter la personne dans l'espace, dans le temps, en lui faisant des suggestions qui retrouvent la pièce, qui a terminé son exercice et puis qui revient ici maintenant. Ok. Voilà. D'accord, donc 3 étapes, induction, travail thérapeutique, et puis sortie... terminaison de l'exercice. Il y en a pour combien de temps, dans la grande moyenne de faire ça? Ça dépend, c'est très variable. Moi, dans ma pratique, ça me prend peu de temps. C'est-à-dire que souvent, un exercice, ça peut prendre en général, ça dure pas plus d'un quart d'heure en fait. Et après, suivant les personnes, des personnes qui sont expérimentées, parfois ça me prend que 5-10 minutes. Donc souvent, on me pose souvent la question, on a l'impression en fait que l'hypnose, c'est forcément un outil qu'il faut mettre en place, que ça prend du temps, que ça prend 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, alors qu'au contraire, ça peut se faire très rapidement, surtout sur de l'hypno-analgésie, par exemple, de la gestion de la douleur. Vraiment la phase d'exercice, moi je dirais qu'en général, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ok. Voilà, pour vraiment faire une moyenne. Ok, et maintenant d'un point de vue kiné, comment toi tu as réussi à l'intégrer? Parce que je pense que les gens se posent la question, l'hypnose c'est très bien, mais voilà, comment je peux faire pour moi, dans mon quotidien de kinésithérapeute, je peux l'intégrer? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose c'est un outil qui est double. C'est à la fois une technique thérapeutique, donc ce qu'on vient d'expliquer, un moyen de soulager ou d'améliorer le symptôme, mais c'est aussi un outil de communication. C'est-à-dire que quand tu seras formé à l'hypnose, tu vas voir qu'il y a une manière spécifique de communiquer. D'accord. Et donc il y a plein d'outils communicationnels que peut-être que tu connais déjà certainement, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on connaît déjà, mais ces outils ils vont nous permettre de modifier déjà notre rapport avec un patient et notre manière de nous exprimer. Et donc ça c'est déjà intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui revient chez toutes les personnes qui sont formées, c'est à quel point ça a modifié leur manière de communiquer avec les patients. Pour schématiser un peu, on va passer sur un mode de communication qui est beaucoup plus centré sur le positif. Nous, on a beaucoup l'habitude d'utiliser des termes plutôt négatifs
et de mettre des négations devant si on veut parler de quelque chose d'agréable. Ça veut dire que si je veux dire vous êtes confortable, c'est un truc qu'on, tu vois, même ça peut sonner un peu bizarre parce qu'on ne le dit pas souvent, je veux dire ça va, t'as pas mal. Et donc du coup ça va focaliser l'attention de la personne sur de la douleur en fait. Parce que si je te dis est-ce que t'as pas mal à l'épaule aujourd'hui, bah, direct la personne qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire ah est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai mal à l'épaule? Ah ok, bon ça va, non. Ok. Mais, ah oui, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, ça me fait très mal. Ça peut aussi se passer comme ça. Et donc du coup, on va essayer de modifier notre discours et d'utiliser des termes beaucoup plus positifs, avec des tournures de phrases qui sont plus adaptées. Alors il y a plein d'autres outils, hein, mais c'en est un. Et donc ça, c'est pour l'outil communicationnel. Donc ça change vraiment ta manière de communiquer. Et il y a une autre chose aussi dans ça, c'est la posture thérapeutique que tu peux avoir. Moi, je sais que depuis que j'utilise l'hypnose, en fait, il y a la posture thérapeutique, c'est comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à la personne. Je ne sais pas si ça te parle, les notions de position haute et position basse. Je vais l'expliquer. C'est un terme qui vient de la psychologie et qui nous dit en fait, grossièrement, une position haute d'un praticien, ce serait j'arrive en blouse blanche, je te fais le stéréotype, hein, cravate, et puis c'est moi qui détiens le savoir, toi tu sais rien, t'es le patient, moi je te dis il faut faire ça, je t'explique rien, et tu repars chez toi et tu prends tes médicaments. La position basse, ce serait justement de m'intéresser à ok, vous me dites que vous avez mal, mais c'est comment? Elle ressemble à quoi votre douleur? Comment elle est? Et elle vous empêche de faire quoi? On va vraiment se mettre dans ok, moi je suis kiné, d'accord, je connais plein de choses sur mon métier, je suis expert dans ce domaine, par contre c'est vous l'expert de votre corps. Et moi ce qui m'intéresse c'est que vous me disiez ce que vous viviez. Et du coup là, c'est ce qu'on appelle la position basse, où on va se positionner vraiment dans une posture thérapeutique, où on est beaucoup plus dans quelque chose qui a une position plus empathique et beaucoup plus ouverte aussi, où on va recevoir ce que nous amène la personne. Et ça, en hypnose, on travaille beaucoup. Et donc, par exemple, pour rattacher ça à quelque chose d'un peu plus concret, moi ça m'arrive maintenant très souvent, avec une personne, enfin un patient, quand je fais un suivi, de leur demander, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait utile qu'on fasse ensemble? De vraiment poser la question de quels outils est-ce qu'ils pensent qu'il serait utile d'utiliser. On en revient à la question des attentes, tu sais, enfin, voilà, qui est quelque chose de très important. Et donc, au début, les patients, ils sont un peu perdus. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils me disent, bah, c'est vous le kiné. Et donc là, de répondre, moi, ok, moi, bien sûr, ouais, je suis kiné, je suis expert de mon domaine, par contre, c'est vous l'expert de votre corps. Et là, aujourd'hui, vous pensez que ce serait quoi qui serait intéressant pour vous? Et du coup, tu vois, ça crée déjà une relation qui est différente, une relation thérapeutique qui est totalement différente de d'habitude. Et puis, on va vraiment rajouter une notion d'autonomie, parce que c'est la personne qui va choisir, et on va construire par rapport à ce que lui, il pense qu'il est utile de faire. Et donc, la question des attentes, c'est quelque chose qui revient souvent, même en première séance. Ok, qu'est-ce que vous attendez, en fait, de la séance qu'on va faire ensemble? Et donc ça, c'est vrai que ça modifie pas mal ta manière d'aborder un patient. Et après, sur la technique de soin en général, comment on l'utilise en kiné? Eh ben, comme tout autre outil. Moi, comme tu es un kiné, tu fais un bilan, tu écoutes la personne, ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle a envie d'améliorer. Et puis ensuite, bah, selon ton raisonnement clinique, tu vas utiliser certains outils. Et il y a des moments où, vu que moi j'ai l'outil d'hypnose, eh ben, il va être approprié, il va me sembler approprié d'utiliser cet outil, et donc je vais proposer l'outil à la personne. D'accord. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler ensemble avec cet outil-là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'hypnose, en fait, c'est que les gens, ils deviennent vraiment acteurs de leurs soins, dans la séance, mais aussi quand ils reviennent chez eux. Parce que, moi, je leur dis tout le temps ça, quand on fait une séance, l'hypnose, c'est comme un objet que je vais vous donner aujourd'hui. Et cet outil, vous allez pouvoir vous en servir quand vous serez en dehors du cabinet, quand vous serez chez vous, à n'importe quel moment où vous en aurez besoin. Et moi, j'aime vraiment cette notion d'autonomie, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans la posture thérapeutique. Et ils vont pouvoir du coup pratiquer l'auto-hypnose. Mais de toute façon, c'est très à la mode, j'ai envie de dire. Je pense qu'on a tous maintenant conscience qu'il faut vraiment aller rendre le patient hauteur, justement. C'est marrant, ce terme position haute et position basse. Moi, j'ai un autre terme en sciences de l'éduc pour le dire, c'est les modèles de la posture de Arduino. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Ça veut dire la même chose, en fait, que le patient, dans le système biomédical, il a un statut d'agent, c'est-à-dire qu'il est assujetti au savoir du médecin. Et en fait, l'objectif, c'est, dans le biopsychosocial, de le faire passer en auteur, c'est-à-dire qu'il est co-décideur et comme tu dis, il est expert de son corps. Donc, je ne savais pas qu'en psychologie, on disait relation haute et basse. Mais alors, du coup, quand tu dis la relation basse, c'est ça? Position.
position basse. Ouais. Et du coup, position basse, ça reste quand même un petit peu connoté négativement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est dommage que la position haute soit pas celle du patient et quand tu te mets en hauteur, finalement, tu te mets au niveau du patient. C'est ce que je veux dire. Mais moi, si je me mets en position basse, du coup, c'est le patient qui est plus Ah, en hauteur. donc c'est l'inverse, d'accord, j'ai pas bien compris. C'est pas Ok. du point de vue du thérapeute que je parle. Du coup, Ok. si je me suis... Tu inverses, entre guillemets. Ouais, c'est par rapport au thérapeute. Si moi je suis en position Ouais. basse, ça veut dire que toi t'es en position haute. Ok. Si je me baisse comme ça. Ça marche. Ok. Voilà, si on veut faire schématiser comme ça. C'est pas le thérapeute qui descend de son piédestal et qui se met au niveau du Non, patient. il peut se mettre au niveau, mais il peut même se mettre un peu en dessous. Tu vas vraiment faire sentir que c'est lui qui, comme tu disais, qui devient décideur et auteur de son soin, quoi. Ok. Et donc là, c'est là où tu perçois, je rebondis là-dessus, hein, Ouais. mais ça, c'est des notions qui ont été développées par Erickson. Donc, D'accord. faut imaginer que tu as un psychiatre américain qui est dans les années 50 et qui a cette posture-là. D'accord. Alors qu'à l'époque, justement, Oui, on est sur un la modèle médecine qui est hyper... triomphante, ouais, ouais. exactement. Donc là, tu perçois un peu comment cette personne-là, elle a vraiment pu modifier déjà ce qu'était l'hypnose, mais plus généralement la position thérapeutique. Alors il n'y a pas que lui, hein, mais c'est aussi pour ça qu'il a modifié, qu'il a marqué son temps, quoi. D'accord. Ok. Du coup, donc là, on a expliqué comment on pouvait l'intégrer. En termes de... Je vais pas trouver le mot. En termes d'indications, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux donner les indications générales de l'hypnose? Et puis en particulier, tu me disais, on a bien compris que pour la douleur, c'était quelque chose qui était pertinent. Ouais. Alors, les indications, elles sont multiples. Tu peux faire de l'hypnose pour la douleur, pour le stress, pour les phobies, pour les troubles du comportement, pour les addictions, pour plein de choses différentes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, c'est pas une technique qui est pathologie centrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pathologie pour laquelle on va faire de l'hypnose, ou un symptôme spécifiquement, et on va utiliser une technique spécifique d'hypnose. Justement, on va s'adapter. Et du coup, il y a une somme d'indications qui est assez large, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de trouver dans mon champ de compétences ce que je fais avec ça. Et donc, du coup, c'est clair que moi, dans ma pratique, principalement, je m'en sers pour de la gestion de la douleur. On peut s'en servir pour d'autres choses, hein, dans notre champ de compétences de kiné, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le gros de mon activité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est pour ça aussi que qu'on fait cette formation ensemble et que ça me tenait à cœur de la monter avec toi. C'est que je voulais vraiment que ce soit une formation où il y ait un kiné, donc moi-même, pour des kinés. Et que vraiment on soit que dans notre champ de compétences, qu'on puisse aller vraiment en profondeur et que du coup, il y ait vraiment cette idée de on reste kiné. Parce qu'il y a parfois, alors chacun fait comme il veut, hein, mais parfois on peut se former à l'hypnose et on est tellement emballé par l'outil qu'on se dit, bah ok, maintenant je vais devenir hypnothérapeute et je vais prendre en charge justement toutes les indications qu'on a données tout à l'heure. Et souvent je donne une image quand je communique sur l'hypnose ou quand je fais des conférences là-dessus, d'un métier à tisser. En fait, c'est comme si ici tu avais la kiné, ici tu avais l'infirmerie, ici tu avais la médecine. Et puis l'hypnose, c'est une pratique qui est transversale. Et l'idée, en fait, c'est de trouver le point de rassemblement entre ces deux fils, tu vois, entre ton champ de compétences à toi et puis les outils de l'hypnose qui peuvent se servir dans ce champ de compétences. Et moi, j'aime bien cette idée, plutôt que de se perdre sur cette transversalité, quoi. D'accord. Donc vraiment, pour tout ce qui est douleur. Et moi, je pensais à la prépa mentale, du coup, ça peut être utilisé dans ce cadre-là ou pas? Ouais, il y a des gens qui font ça. Moi, j'en fais pas, personnellement, mais il y a des gens qui l'utilisent, bien sûr, avec des sportifs, ça peut être complètement pertinent. Mais vraiment, en fait, travailler sur son champ de compétences, c'est important parce que si moi, demain, je vais faire de la prépa mentale ou même je vais travailler sur une phobie, mais que je connais pas la psychopathologie, la psychophysiologie de la phobie, que j'ai pas de notion de psychiatrie, tout ça, bah, je peux vite faire des bêtises. Tout comme si, imaginons, je suis, on va dire, psychologue, je fais de l'hypnose pour de la gestion de la douleur, et j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit... j'ai fait une chute dans les escaliers il y a 4 jours, je suis pas allé aux urgences parce que ma voisine est infirmière, et là j'ai mal au dos, et puis depuis hier j'ai des douleurs dans les 2 jambes, et puis tu te rends compte qu'il s'est uriné dessus parce qu'il contrôle plus sa vessie. Mais pas de problème monsieur, je vais vous faire de l'hypnose, on va gérer votre douleur. Et là tu vois, si toi t'es pas capable de voir que là il y a peut-être des drapeaux rouges et que la meilleure solution en fait c'est tout simplement qu'il aille aux urgences, bah tu passes à côté d'un truc. Et il peut même que tu fasses une séance d'hypnose et que tu diminues la douleur. Donc c'est pour ça que pour moi la notion de champ de compétence elle est vraiment primordiale. D'accord. Ok, et les gens qui viennent te voir, ils savent que tu fais de l'hypnose?
Pas tous en fait. C'est étonnant. Voilà, j'avais 2 questions. Ouais. Ceux qui savent déjà comment ils réagissent aux séances, et bon, j'imagine que comme ils viennent te voir, ils veulent ça, donc ça se passe bien. Et ceux qui ne savent pas ça, tu leur proposes quelque chose. C'est quoi leur réaction? Comment ça se passe? Donc je disais déjà c'est étonnant parce que moi c'est marqué sur des sites pour, de patients où ils peuvent prendre rendez-vous en ligne. Et c'est noté noir sur blanc, et il y a plein de personnes qui ne savent pas que j'en fais. Bon, la majeure partie le savent, mais il y a quand même des gens qui viennent et qui ne savent pas que j'en fais. Donc pour les personnes qui savent que j'en fais, en fait, généralement, ça vient assez naturellement. Soit c'est eux qui me disent, voilà, j'ai vu que vous faisiez de l'hypnose. Je leur dis, ok, c'est un outil avec lequel vous aimeriez travailler. Ils me disent, oui, non. Moi, je leur dis, bah voilà, on verra un moment dans la séance si ça sera approprié pour vous et je vous le proposerai. Et sinon, si les personnes ne le connaissent pas, si elles ne savent pas que j'en fais, bah, comme je te disais tout à l'heure, si à un moment donné je vois que ça peut être pertinent d'utiliser cet exercice, bah, je leur propose tout simplement. Et puis comme n'importe quel outil, bah, ils sont décideurs et c'est eux qui voient s'ils veulent l'utiliser ou pas en fait. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a décidé de former en hypnose? Je dis coq à l'âne, mais... on va faire un sacré bond là du coup. Moi j'ai découvert de manière personnelle l'hypnose, justement au moment où, juste avant de partir en Espagne. En soins ou en... Pas en soins, vraiment pour le coup en thérapie, en séance avec une personne. Et parce qu'à l'époque, j'avais passé 2 ans de prépa où ça a été un peu dur, et du coup j'avais besoin de reprendre confiance en moi avant de partir en Espagne. Et pour moi ça a vraiment été super intéressant cet outil. Du coup, il m'a passionné, je me suis mis à énormément lire dessus. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, tout le long de mes études de kiné, j'avais ça en tête, de me dire comment est-ce que je vais pouvoir intégrer ça dans ma pratique de kiné. Et tu vois, ça s'est vraiment construit en même temps. Et du coup, dès que j'ai été diplômé, je me suis formé, mais il y avait déjà pas mal de choses que je connaissais parce que j'ai vraiment beaucoup lu. Tu verras la bibliothèque après. Et donc, du coup, voilà comment j'y suis venu, quoi. D'accord, ok. Et du coup, j'ai envie de dire, tu tombes vraiment très bien parce que tu sors à une étape, une époque en France où, je veux dire, moi je suis sorti en 2005, donc il y a 13 ans maintenant, tout ce qui est neurosciences de la douleur, tout ça, je vois, il y a Explain Pain à côté. Je veux dire, toi t'arrives au moment où justement on est prêt à avoir ça, quoi. Pour les praticiens, j'entends. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une mode hypnose qui commence à monter, à démarrer pour les patients et pour les praticiens? Oui, c'est clair. L'hypnose, c'est clair que c'est la mode. On en parlait tout à l'heure, tu vois ça. 18e, tac, ça monte, après ça descend. Et puis là, depuis les années 2000, ça repart à plein pot. C'est intéressant la réflexion que tu as. Je pense qu'effectivement, du fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient au fait de ce modèle biopsychosocial, qui prennent conscience de comment ça fonctionne la douleur, comment on peut interagir et la moduler, je pense que ça éveille aussi un peu à s'ouvrir sur d'autres outils. Pour autant, tu vois, comme on disait, l'hypnose, il y a encore un truc avec, tu vois, cette notion un peu vraiment un peu mystique, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont à fond là-dedans. Il ne faut pas se mentir, c'est comme partout, il y a des dérives. Et donc, il y a des personnes qui font de l'hypnose et qui sont sur une autre planète. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu regardes la littérature scientifique à l'heure actuelle sur l'hypnose, depuis les 30-40 dernières années au niveau des neurosciences, on a énormément de données, en fait. D'accord. Et tu vois, c'est un outil, dans la littérature, il n'est plus à démontrer. On a mis du temps à l'étudier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a peu de signes, il n'y en a pas même, de signes objectivables de l'état d'hypnose. Et il a fallu qu'on attende les IRM fonctionnels pour vraiment voir que quand on regarde certaines zones du cerveau, comme certains neurotags au niveau de la douleur, de voir que quand on fait des suggestions spécifiques d'analgésie, eh bien, il y a des modulations au niveau de ces centres-là. Mais tu vois, ça a mis du temps. Mais à l'heure actuelle, on a un vrai corpus théorique là-dessus, avec des études expérimentales. Il y a encore plein de choses à faire. Qui publie? Il y a des pays particuliers, des chercheurs partout dans le monde ou Ouais, il y a un peu partout. Il y a États-Unis, un peu en France, il y a l'Italie. C'est vraiment le gros du gros, c'est Italie et États-Unis. Les Australiens, ils sont pas trop dessus. Australiens, non, genre, tu vois, tu penses à Laurie Mermosé peut-être. Je me dis des gens qui bossent qui produisent. Tu vois, par exemple, la GMI, c'est un truc qui est assez proche en fait. Nous, quand tu fais de l'hypnose,
Peut-être qu'on va expliquer la GI. Oui, peut-être. C'est l'imagerie, comment on traduit en français, c'est l'imagerie motrice graduelle. Je crois que c'est traduit comme ça. En fait, il y a plusieurs processus, mais on va juste parler du processus qui est en lien avec, qui pourrait être mis en lien avec l'hypnose. C'est le moment où on va faire s'imaginer la partie du corps à la personne, en fait. Et du coup, on pourrait même parler de l'imagerie motrice, juste. Donc cette partie-là, on va demander au patient de s'imaginer, de se représenter son bras, par exemple, il est les yeux fermés et puis il s'imagine son bras, et puis on va lui demander d'exécuter des mouvements, de faire certaines choses avec. Et ça, ça peut par exemple contribuer à gérer la douleur ou à améliorer la motricité, etc. Quand on fait de l'hypnose, il y a des techniques où on va utiliser ça. Et donc du coup, moi, c'est une question que je me pose, c'est justement, je serais intéressé, il faudrait que je me mette en contact avec lui sur voilà, à quel point, est-ce que Moseley, il a lu un peu des trucs sur l'hypnose, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Mais en tout cas, en tant que tel, j'ai pas vu de lui, Moseley qui était rattaché à des études sur l'hypnose. Il y a un truc qui est aussi de plus en plus à la mode en France, c'est la méditation, la conscience. Ouais. Il y a des ponts, j'imagine, entre les... Ouais, il y en a, même si les objectifs ils sont assez différents. Déjà, tu es vraiment au niveau culturel sur un clivage. L'hypnose, c'est quand même assez occidental. La méditation, c'est assez oriental, à la base. Même si maintenant, alors tu vois, déjà, il faudrait qu'on définisse méditation. On parle de pleine conscience, peut-être le mindfulness qui est justement à la mode en ce moment. Ça, c'est du coup la version athée où on l'a dépouillé du côté religieux. Et donc, qui fait partie de la troisième vague là, des thérapies cognitivo-comportementales. L'objectif de base de la pleine conscience, c'est être pleinement conscient au moment présent et observer ce qui se passe sans jugement. Tu vois que c'est un peu différent de l'hypnose. Nous, avec l'hypnose, on peut très bien vouloir ne pas être focalisé sur le moment présent, mais justement partir dans un souvenir agréable. D'accord. Donc, après, il y a des objectifs différents, parce que là, du coup, tu as un objectif qui est unique en méditation, en pleine conscience, qui est observer sans jugement le moment présent, alors qu'avec l'hypnose, tu vas avoir des objectifs qui vont être aussi multiples que ceux que t'amène le patient. Ça peut être, je voudrais avoir plus de confort, je voudrais être moins stressé, donc être plus calme, etc., etc. Et ensuite, au niveau vraiment neuroscientifique, il y a des différences d'activation au niveau du cerveau. Il y a des choses qui se recoupent, et il y en a d'autres au contraire qui moi, dans mon idée, donc je la pratique pas, mais pour avoir un petit peu lu, tu as aussi une phase un peu inductive, tu vas mettre en place un rituel pour te concentrer, puis c'est quand même une modification de conscience du coup, aussi. Donc en fait, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait des ponts. Tu as raison, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que la pleine conscience, c'est un outil aussi où on a pris, voilà, c'est normal, on s'inspire de certaines choses, et du coup, il y a cette frontière qui pouvait être faite avant qui devient un peu plus floue. Et effectivement, tu as des outils que tu trouverais dans l'hypnose ou même dans d'autres disciplines qui vont être remises dans de la pleine conscience, et du coup, tu sais plus trop où t'en es en fait. Et quand tu regardes dans l'œil novice, on va dire, deux interventions, une d'hypnose et une de méditation, tu te dis, en fait, c'est assez similaire. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça qui se passe. Mais après, c'est quand même deux pratiques différentes. Qui sont peut-être complémentaires, mais qui peuvent très bien être complémentaires. Moi, ça m'arrive de recommander aux patients, justement, de faire de la méditation avec des applications, de leur conseiller des livres, des choses comme ça. Petit bambou ? Ouais, par exemple, on a toutes la même. Je reviens juste sur, avant de passer à des questions plus d'ordre général, sur la pratique de l'enseignement de l'hypnose, de ton enseignement de l'hypnose. Comment, du coup, on a bien compris que ton cours, tu le centrais vraiment sur les kinés. Est-ce que tu rencontres des difficultés et quelles sont ces difficultés, notamment pour ceux qui voudraient éventuellement venir te voir? Il y a des prérequis, il y a des façons de voir, des façons de réfléchir particulières c'est une bonne question ça. Qui pourraient te poser problème pour transmettre justement cette notion d'hypnose. C'est une bonne question parce que j'ai envie de te dire, vu que j'utilise l'hypnose, ce qui me plairait c'est de pouvoir m'adapter justement à tout public. Après, effectivement, je pense que il n'y a pas concrètement tout le monde peut, une fois, si t'es kiné, bien sûr que tu peux venir. D'ailleurs,
l'idée, c'est vraiment que ce soit une formation qui soit accessible à tous. J'ai pas envie, justement, tu vois, on parle beaucoup là de modèle biopsychosocial, de neurosciences de la douleur et toutes ces choses-là. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que peut-être qu'il y a des personnes, peut-être même qui regardent la vidéo, qui sont kinés, pour lesquelles ce terme-là ne leur parle pas encore, et c'est très bien comme ça, parce qu'on a plein de choses à apprendre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, du coup, peut-être que par cette formation, ils vont être intéressés à l'hypnose, et du coup, on reprendra le temps pour parler un peu de ces choses-là, parce que c'est complètement en phase avec la formation qu'il y a. Et après, les difficultés qu'il peut y avoir, il y en a une, et c'est justement pour ça que j'ai voulu qu'on travaille ensemble sur cette formation, c'est le fait que souvent, moi quand je me suis formé, j'ai fait beaucoup de formations d'hypnose, et les choses qui revenaient souvent chez les personnes qui se formaient avec moi, c'est qu'elles avaient du mal à faire le pont entre ce qu'elles savaient faire déjà et le nouvel outil qu'ils avaient. Et ils avaient l'impression que du coup, ils avaient d'un côté ce qu'ils faisaient d'habitude, et que là, ils avaient un truc totalement nouveau qu'ils n'arrivaient pas à faire rentrer. Et moi, là, vraiment, c'est ça que j'ai envie de résoudre comme problématique, et c'est pour ça que je voulais qu'il n'y ait qu'un public de kiné, où tu ailles vraiment en profondeur en disant, voilà, là, à tel moment, dans telle situation, on peut utiliser ça, et voilà comment ça s'applique concrètement. Parce que tu peux être dans une formation où tu passes 2 semaines à faire de l'hypnose, toi ici dans un fauteuil et moi ici dans un fauteuil. Sauf que ça, nous, à notre cabinet, ça se produit pas. Aussi, il y a des moments où on peut être... tu es en train de me parler, on fait l'anamnèse, etc. Mais nous, on en a besoin quand on est en train de faire une mobilisation, on en a besoin quand il y a la personne qui est sur la table, on en a besoin quand la personne est debout, assise, couchée. Enfin, il faut que ce soit flexible, quoi. Et moi, j'ai vraiment ça me tient à cœur de pouvoir vraiment montrer comment on peut l'intégrer facilement dans ce qu'on fait déjà. Et qu'il n'y ait pas cette difficulté en se disant mince, il faut forcément être dans un fauteuil, et puis les yeux fermés, et puis comme ça. Vraiment la mise en pratique du quotidien. Voilà. Que tu connais en plus puisque tu pratiques. Exactement, ouais. Ok, super. Déjà, merci beaucoup d'avoir parlé sur tout ça, sur l'hypnose, c'est hyper intéressant. Et puis, tu vois, moi, ça a corrigé certaines croyances que je pouvais avoir. Comme je sais pas, des cours du truc. Il y a des choses que tu as dit. J'ai plus d'exemples qui reviennent en tête, mais ouais, c'est clair. Et je voulais, j'aime bien prendre aussi la vie des personnes sur différentes questions générales, les personnes que j'interviewe. Toi, en plus, c'est intéressant parce que tu es relativement jeune dans la profession, même si quand on t'entend parler, on voit que tu as connu plein de trucs et tu as lu plein de trucs. Et du coup, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur tout ça. Concernant les études de kiné, du coup, en France, donc il t'a pas échappé qu'il y a eu un changement du nombre d'années. Quelle est ta position par rapport à ça? Tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu as un avis là-dessus? J'ai un avis là-dessus. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai été formé sur un modèle universitaire. Et moi, j'en suis vraiment très content. Et quand tu vois les autres professions de santé, les infirmiers, ils sont déjà sur ce modèle-là. Et c'est hyper important parce qu'à l'heure actuelle, si on veut que notre discipline elle s'améliore, il faut de la recherche. Et pour qu'il y ait de la recherche, il faut que ça soit universitarisé. Et donc du coup, là, bien sûr, cette réforme, elle est très importante. Moi, d'ailleurs, j'hallucine de comment on est en retard, en fait, sur les autres pays européens. Quand tu vois l'Espagne, l'Italie, la Belgique, ils sont tous, justement, sur ce modèle-là. Et nous, ça nous a pris du temps, mais moi, c'est une très bonne chose qu'on y arrive, comme tu dis. On parle beaucoup de première intention. En ce moment. Alors, tu penses que c'est une bonne chose ou pas? Et si c'est une bonne chose, comment faudrait l'appliquer pour que ce soit... On a le temps, là. La première intention. Moi, je pense que globalement, c'est une bonne chose. Quand tu vois les études et que tu compares, il y a pas mal d'études qui sortent là, alors c'est plutôt sur des modèles américains, mais où tu vois un kiné qui est vu en première intention et puis un médecin, contre un médecin qui redirige. Tu vois qu'il y a sur certaines pathologies, on est meilleur en accès direct. Après, je pense que... moi, j'aime bien poser la question aussi de me dire, est-ce que tout le monde souhaite avoir l'accès direct? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui ont fait kiné parce qu'ils ont envie de ne pas avoir des responsabilités, on va dire, j'allais dire de vie ou de mort, peut-être pas, mais tu vois, où vraiment il y a une responsabilité qui est plus grande et qu'ils n'ont pas envie de faire du triage, mais qui veulent juste appliquer ce qu'ils savent faire. Et je pense qu'il y a des personnes qui veulent faire ça. Et moi, je me suis posé aussi la question pour moi-même.
Donc déjà, il y a cette chose-là. Peut-être que tout le monde ne le souhaite pas. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer deux types aussi de kinés, de physiothérapeutes dans le futur, avec des personnes qui acceptent de faire ça, et d'autres qui restent sur un modèle qu'on connaît à l'heure actuelle. Et il y a une deuxième chose, c'est évident qu'il faut être formé. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas encore les outils pour prétendre à la première intention avec l'accès direct. Donc ça, c'est évident qu'il va falloir qu'on monte en gamme sur les compétences là-dessus. Et puis quid même s'il y a une réforme et puis que justement les programmes ils sont très très bien et puis on sait très bien faire ça, quid des personnes qui ont été diplômées avant et on leur donne l'accès direct, on leur donne pas, donc puis après il y a un aspect très, très politique aussi derrière, parce que si on est en première intention, ça veut dire que on a plus de responsabilités, donc il y a aussi peut-être un salaire qui est différent. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est complexe. Je pense qu'il faut qu'on lutte et qu'on valorise ce qu'on fait et qu'on continue à aller de l'avant et pour mettre ça en avant, mais aussi rester conscient de peut-être que certaines personnes ne le souhaitent pas, et peut-être justement créer, comme on disait, deux types de profils. Ça pourrait être, moi je suis assez d'accord avec cette vision. Et la personne que j'ai interviewée tout à l'heure, et donc interview à retrouver sur le blog puisqu'il passera avant le tien, a une position vraiment similaire à toi. Tu pratiques en libéral, tu pratiques à Paris. Qu'est-ce que tu penses du climat général de ton activité d'un point de vue, d'un point de vue encadrement par la CEPAM, d'un point de vue confraternité en ce moment? En général, moi, mon exercice il se passe bien. Moi, je suis très content d'être à Paris justement parce que ça centralise quand même beaucoup de personnes, et puis des personnes comme toi qui sont investies. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de ce genre de profils ici à Paris. En règle générale, je pense que c'est bien de s'entourer quand tu fais du libéral. Moi, au début, j'étais plein d'espoir. Je me suis dit, je vais envoyer plein de mails aux médecins, et puis on va collaborer. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de réponse. Et donc, du coup, j'ai porté une attention particulière à essayer de créer un réseau où justement on puisse échanger. C'est pour ça aussi que je me suis mis en contact avec les centres de la douleur. Et que, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement avoir une prise en charge en cabinet de ville, mais avoir un lien avec l'hospitalier, parce que moi parfois il y a des patients et ils viennent me voir en cabinet et je sais que il leur faut une prise en charge qui est pluridisciplinaire, donc c'est agréable de pouvoir les rediriger et c'est plus pertinent pour eux aussi. Après, donc ça c'est une première chose. Actuellement on a, je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais on a le problème avec la problématique des patients en négligence. C'est vrai que là, il y a un contexte qui est un peu tendu, donc il va falloir suivre ça de près. Mais généralement, après, l'exercice que j'ai ici à Paris se passe bien, et puis je suis très content de pouvoir échanger avec des personnes il y a plein d'événements, plein de conférences. Ouais, c'est très dynamique. Ouais, c'est sûr. Bon, après, il n'y a pas que Paris, mais... Oui, bien sûr, mais c'est très dynamique. Ok, pour finir, tes projets pour la suite? Mes projets pour la suite, continuer à investir de l'énergie dans la formation en hypnose, parce que je suis vraiment... j'aime vraiment cet outil, et je pense véritablement qu'il y a une valeur ajoutée à être formé avec cet outil-là, même si on ne l'utilise pas à chaque séance et avec tous les patients, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc continuer à investir de l'énergie là-dedans. Avoir mon Master 2, je tiens mon mémoire en juin, fin juin, donc la date approche. La thèse, pas tout de suite. T'aimerais bien, un jour? Ouais, ça me plairait. Au début, quand j'ai commencé le M2, je me suis dit aussi bien, je vais enchaîner. Et puis en fait, c'est encore un peu trop vert là. Il faut que ça mûrisse un peu. Et donc on se laisse ça de côté pour l'instant, et puis déjà avec les projets de formation, et puis il y a d'autres projets qui viendront aussi, et continuer mon activité clinique comme je le fais aujourd'hui, parce que ça pour moi c'est quelque chose que je lâcherai pas, qui me semble hyper pertinent justement. Je sais que quand je fais des formations en hypnose, c'est hyper bien parce que moi ça m'oblige à être hyper carré sur les contenus, à me poser des questions que je me posais pas forcément avant. Et puis du coup, quand je reviens à la clinique, la formation, elle nourrit ma pratique. Et puis quand je suis en clinique, ça nourrit aussi ma pratique. Donc, ma formation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire pour moi. Ouais, c'est clair. Ouais. Je suis complètement d'accord. Je te donne une baguette magique. Ouais. Ça, je finis toujours par ça. Génial. Ça c'est une technique qu'on utilise dans l'hypnose, par exemple. Ah bah tu vois. C'est pas mal ça. Je
commence à en faire alors. Ah, ouais, exact. Tu as la possibilité de changer une chose sur ton parcours professionnel. Seulement une. D'habitude, c'est 3. Hein. Ah bon? Et une deuxième pour la profession. Donc, pour ma pratique et pour la profession. J'allais dire, je changerais rien pour ma pratique. C'est un peu peut-être condescendant, je sais pas, mais. Alors, je vais le prendre à l'envers, si tu me permets. Juste sur un dernier point. Moi, ça peut être intéressant. Quand j'ai commencé mes études de kiné, j'étais, on va dire, je comprenais pas comment ça fonctionnait, la démarche scientifique. Et j'étais assez pseudo-science. Et du coup, fin de deuxième année, j'ai eu un vrai shift. J'ai lu d'ailleurs un bouquin de Nicolas Pinceau, là, tu l'as peut-être lu, Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles. Ça m'a mis une baffe énorme, et j'ai cru que j'allais arrêter la kiné. Et après, j'ai dû composer avec ça, me dire, bon, voilà, je mets plein de choses à la poubelle. Mais du coup, ça c'est quelque chose que je changerais pas pour le coup, parce que j'ai failli dire je changerais ça. Mais en fait je le changerais pas parce que ça me permet à l'heure actuelle de comprendre les discours qui sont portés par des personnes qui croient vraiment aux thérapies alternatives. Tu sais, parfois sur les réseaux on voit des trucs assez où ça se déchire. Et puis moi je me dis souvent une personne qui investit du temps, de l'argent dans une formation qui est pseudo-scientifique, on va dire ça comme ça, il y a un coût cognitif qui est énorme à remettre ça en question. Donc du coup j'ai aussi de l'empathie pour ces personnes-là et je pense que ça m'aide parce que très souvent je croise des confrères qui n'ont pas forcément la même pratique que moi et ça m'aide à comprendre pourquoi ils font et à discuter pour faire émerger peut-être certaines choses chez eux ou même qu'eux ils peuvent faire émerger certaines choses chez moi. Donc ça c'est un truc que je ne changerai pas du coup. Et dans la profession, clairement, on l'a évoqué tout à l'heure, et je te le disais, cette réforme, il aurait fallu qu'elle arrive bien avant et qu'elle survienne au moment où les autres pays européens ont sauté le pas. Le mode de sélection, peut-être qu'on aurait pu changer si ensuite on part. Ouais, aussi, c'est vrai. Parce que ça aurait pu te détruire et te dire, voilà, je arrête la kiné, je deviens pas kiné alors que ça aura... Ouais, mais au contraire, ça en a fait plutôt une force. Ouais, parce que du coup, après ces 2 années, quand je suis arrivé en Espagne, j'étais là pour tout défoncer, quoi. J'étais hyper motivé. Ok, super. Écoute, je te remercie beaucoup. On va juste rappeler donc que tu donnes des cours en hypnose, que tu vas bientôt venir fin d'année. Ouais. GMK. À l'heure où je parle, il reste des places. Voilà. Et puis... voilà, c'est ça. Et puis, écoute, merci beaucoup pour cette discussion qui était fort intéressante pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et cette vidéo sera accessible bien sûr sur notre chaîne YouTube, sur le site internet de GMK, www.gem-k.com, également disponible sur le SoundCloud et sur iTunes en podcast. Vous pouvez vous abonner comme ça, les vidéos, le son du coup arrive directement dès sa sortie, même un petit peu avant les autres, sur votre téléphone préféré. Donc voilà, merci beaucoup. Génial. À une prochaine. Merci Mathieu.